Objet d'envie pour ceux qui n'en jouissent pas, la démocratie ne représente plus qu'une évidence pour ceux qui, comme nous, ont appris à apprécier le confort de ces faux-semblants. En même temps, chacun sait que l'hommage que son nom rend au peuple souverain, le démos, a peu à voir avec la machinerie de ces procédures. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures, et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique. On a dit que l'enseignement de la constitution de chaque pays devait y faire partie de l'instruction nationale. Cela est vrai, sans doute, si on en parle comme d'un fait. Mais si on entend qu'il faut l'enseigner comme une doctrine conforme aux principes de la raison universelle ou exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme qui rende les citoyens incapables de la juger, si on leur dit « voilà ce que vous devez adorer et croire », alors c'est une espèce de religion politique que l'on veut créer. C'est une chaîne que l'on prépare aux esprits, et on viole la liberté dans ses droits les plus sacrés, sous prétexte d'apprendre à la chérir. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacune devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Le droit est le même, le motif est semblable, et permettre d'éblouir les hommes au lieu de les éclairer, de les séduire pour la vérité, de la leur donner comme un préjugé, c'est autoriser, c'est consacrer toutes les folies. Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. La thèse de ces vidéos est donc que le vote législatif, la puissance législative du peuple, est le référentiel qui seul permet de déterminer qu'une société est démocratique ou pas, et d'établir par suite un indice, un degré de démocratie selon les constitutions et les pratiques. J'estime pour ma part, en l'état, qu'un peuple adulte n'attend pas des élections un sauveur qui gouverne tout à sa place, mais se prend en main et assume une partie du pouvoir en votant donc quelques lois. Le problème, comme on va le voir, c'est que ces éléments de démocratie directe sont très probablement, et contre toute attente, incompatibles avec toute la culture occidentale de l'époque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois tout de même faire remarquer, par rapport aux droits de l'homme, certains problèmes. Dans la première vidéo, je laissais entendre que l'idée démocratique, au sens de souveraineté populaire, et donc de puissance législative du peuple, pouvait être entendue comme un développement logique de la philosophie des droits de l'homme. J'ajoutais même que le principe de dignité humaine impliquait ce développement. C'est en effet de la dignité et du respect du peuple dont il est question. Dans un deuxième temps, la deuxième vidéo, poursuivant mes lectures, j'ai vu que cette philosophie, que je savais bien être libérale et centrée sur l'individu, charriait avec elle une neutralisation du peuple et de la démocratie. Déjà, la valorisation du privé, de la vie privée, n'est pas une vision politique soucieuse du commun, ou vantant le civisme, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette philosophie, on ressent bien un désinvestissement de la chose politique. Et ce désinvestissement est d'ailleurs corrélé au principe même du gouvernement représentatif. Encore, si je comprends bien l'argument libéral, avec le gouvernement représentatif qui la sécrète, eh bien, cet argument libéral consisterait à dire que l'idée de démocratie comme absolue souveraineté populaire implique un pouvoir sans limite du peuple, et donc une négation de l'état de droit. Or, une telle négation serait la signature d'un régime excessif. Et j'avoue ne pas tout à fait comprendre l'argument. Car en effet, à partir du moment où les parlementaires peuvent réviser la Constitution selon leur bon vouloir, comment en conclure que le droit est toujours au-dessus d'eux ? Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends mal l'idée d'un droit dominant réellement et absolument les choses, puisque le droit est une construction humaine. En ce sens, il y a toujours,
au-dessus de la hiérarchie des normes, l'humain. Qu'il soit président, représentant ou peuple, et donc l'absolutisme et les excès, les passions, les emballements tyranniques, ne sauraient à mes yeux être un monopole populaire. Il y a aussi ce passage de Guillermet que j'ai trouvé très intéressant. Écoutons-le attentivement. La hantise toujours présente de la populace n'est pas seule en cause. La doctrine même du libéralisme, telle que l'anglais John Locke l'énonce en 1690, fonde l'adhésion à tout ensemble politique sur l'association volontaire d'individus liés par l'intérêt, en stipulant bien que ce dernier n'est pas l'intérêt général abstrait puisque la fin principale et maîtresse des hommes unis en communauté sous l'égide d'un gouvernement est la préservation de leur propriété. Dès lors, il voit mal comment le vaste peuple des démunis se sentirait concerné par cette protection et comment la démocratie étendue à ceux-ci ferait autre chose que l'affaiblir. Il importait, d'autre part, que ce régime fasse barrage de manière esthétique, mais ferme à l'espoir des petites gens avides de faire entendre enfin leur voix. Cela quand bien même les artisans du gouvernement représentatif n'avaient d'autre argument que de se réclamer du consentement populaire pour cautionner leur autorité. C'est ce double langage qui a introduit les contradictions qui affectent encore nos démocraties. D'un côté, les libéraux ont posé d'emblée, avec Locke et les constituants américains, que toute souveraineté devait reposer sur la volonté du peuple. Mais de l'autre côté, leur préoccupation réelle a consisté à préserver des atteintes populaires la République ou la monarchie républicaine qu'ils voulaient réserver à leur usage. C'est dans ce but que le principe de représentation a réglé définitivement le problème de la souveraineté du peuple, imposé comme modalité exclusive de son exercice à partir du moment où les députés ont décrété qu'ils ne pouvaient recevoir de mandat impératif de la part de leurs électeurs puisqu'ils incarnaient le peuple à eux seuls. Ce principe a permis de confisquer le souverain, sans transgresser légalement sa nature indivisible. Tel est le coup d'État créateur. On est passé de la souveraineté populaire au mythe de la souveraineté nationale pour déboucher presque aussitôt sur celui de la souveraineté parlementaire. Certes, on feignait de désigner la même chose sous ces expressions différentes, mais il ne s'agissait que d'enjoliver par l'élection le retour à la rassurante sélection de ceux que le praticien américain John Adams appelait les meilleurs et les plus sages. Donc vous voyez, il y a des raisons légitimes, philosophiques et historiques, à garder un œil vigilant sur cette philosophie des droits de l'homme, en particulier dans sa tendance, fondamentale ou secondaire, c'est la question, à invisibiliser l'élément véritablement démocratique. Cela étant dit, je me contente de dire qu'il ne faut pas avoir un rapport religieux ou dogmatique à l'égard de cette philosophie. Mais je trouve aussi nécessaire d'indiquer qu'au fond, rien n'empêche peut-être d'en faire un bon usage et de rendre ces droits compatibles avec le développement démocratique. Je ne veux pas laisser l'impression de les rejeter en bloc, en fait. Il y a beaucoup de belles choses dans cette philosophie aussi. Cela va sans dire, mais comme on dit, c'est mieux en le disant. Enfin, je dois aussi m'obliger à dire, conscient du principe de Peter, je m'élève forcément mon niveau d'incompétence à un moment ou l'autre, que rejeter les droits de l'homme, ce serait aussi peut-être une attitude inconsciente, ces derniers étant centraux dans la construction du si nécessaire droit international. Alors droit international certes trop occidentalo-centré, c'est sûr, mais droit international tout de même, enfin quand les puissants veulent bien le respecter, mais ce droit tout de même le mérite d'exister. Bien, reprenons le raisonnement. Comment ferions-nous pour avoir un régime politique qui respecterait la souveraineté populaire, donc qui ressemblerait à une démocratie, c'est-à-dire qui contiendrait des éléments de puissance législative du peuple? Alors, je pars ici de l'hypothèse généreuse selon laquelle nous verrions arriver au pouvoir des forces politiques qui désirent ce changement. Hypothèse généreuse d'un changement politique sans violence, et tel est normalement le but même de la politique que de faire des révolutions par les urnes, sans avoir à verser la moindre goutte de sang. Donc on aurait, admettons, un nouveau pouvoir, qui arriverait à se faire élire, sans l'invisibilisation ou la diabolisation médiatique, sans pression sur les maires, avec des financements, avec donc des hypothèses qui écartent l'idée d'un monde politique hostile.
Je comprends que vous n'adhériez pas forcément à de telles hypothèses, mais disons qu'on parle du futur. Eh bien, une fois ce nouveau pouvoir en place, il suffit de modifier le cœur de la Constitution qui traite justement de la souveraineté, à savoir le décisif article 3. Je le répète, l'article 3, c'est le cœur de notre potentielle liberté politique. Et il écrit, on y lit, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il suffit alors d'ajouter, tout simplement, au moins dans un premier temps, que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, soit d'initiative parlementaire ou présidentielle, et surtout, en ce qui nous concerne, soit d'initiative populaire ou citoyenne, selon le mot que vous préférez. Donc voilà, tout simplement. Voilà qui me semble être un noble objectif politique prioritaire et consensuel, c'est-à-dire apte à réunir la masse très majoritaire des bonnes volontés. À cela, nous faut tout de même faire quelques remarques. En parlant du souverain, justement, qui a été dénié, et faire un peu d'histoire, mais d'histoire pas si ancienne que ça, référendum de 2005. Et ce qui est ahurissant, c'est que même en prenant l'article 3 dans sa pureté actuelle, il a été apparemment permis, enfin de fait, voire même par la Constitution, de déjuger le peuple. Donc je fais référence au dernier référendum qui a eu lieu en France. Depuis, on nous demande plus rien. Et la question était, approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, avec un résultat, un non à 54,7%, et voici le schéma qui, par département, montre le résultat de ce référendum, et aussi en fonction du pourcentage. Plus c'est sombre, plus le vote non l'a emporté. Après ce non au traité constitutionnel de Lisbonne, il y a eu un changement de la Constitution le 4 février 2008, qui concernait le titre 15, par la procédure dite du Congrès, vous l'avez dans la Constitution, c'est l'article 89, qui permet de changer la Constitution sans faire appel au peuple. Et puis ensuite, un accord du Parlement le 8 février 2008, donc le Parlement, ça leur a posé aucun problème, et la ratification du traité le 14 février 2008. Et ce jour, les représentants ont choisi l'Union européenne contre le peuple, contre le souverain. C'est fort de café, c'est un moment historique important, ça en dit long. Alors je vous l'avoue, je ne comprends même pas comment une telle façon de faire puisse être constitutionnelle, ça me paraît absolument dingue. Car en effet, si je sais lire, le souverain, c'est le peuple, qui s'exprime, et secondairement seulement, par ses représentants, faute de mieux, pour des raisons pratiques, on l'a vu. Donc si je sais lire, il ne peut pas y avoir plus important que le peuple lui-même. Le référendum est ce qu'il y a de plus haut en termes de légitimité. Et donc, je vous propose un schéma tout bête de ma représentation, qui, je l'espère, n'est pas tout à fait erroné, mais vous voyez, on a le peuple souverain, qui est le référentiel, la source de l'autorité, de la légitimité. Et si le peuple souverain il vote une constitution, il y a une légitimité maximale. S'il vote les lois, il y a aussi une légitimité maximale. Mais dès qu'on passe par les représentants, c'est une légitimité dérivée, secondaire. Et quand les représentants votent les lois, j'ai rajouté légitimité tertiaire. Et si c'est que les représentants qui votent la constitution, j'ai rajouté l'idée qu'on était au 4e degré de dégradation de la légitimité. Ça me semble être raisonnable comme raisonnement. Donc tout ça pour dire qu'il y a une différence de légitimité, plus on s'éloigne du peuple, et que dès lors, une légitimité secondaire ne saurait aucunement réfuter une légitimité première ou plus fondamentale. Donc je crois que l'élite politique a perdu toute décence et toute légitimité avec cette forfaiture. Par conséquent, tant qu'à faire, au moins à titre de cohérence dans l'oppression, au titre du respect du droit et de l'esprit de la Constitution, pourquoi ne pas avoir modifié l'article 3 dans la foulée? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Parce qu'il est vidé de sa substance, cet article. Pourquoi ne pas dire clairement que la souveraineté est parlementaire, ou gouvernementale et européenne, et puis c'est tout?
était-il obligé d'insulter et le peuple et la Constitution en même temps? C'est mal, c'est pas propre. Donc, par rapport à notre sujet visant à apprécier ce qu'est la démocratie, admettons que ce mot est absolument inapte à définir notre régime. Nous n'avons plus d'éléments démocratiques, plus du tout de puissance législative ou constitutionnelle. C'est malheureux. Et pensant à mon indice démocratique, on pourrait dire que la France, championne du monde, se doterait d'un indice négatif, car c'est quand même brillant de déjuger le peuple officiellement souverain. C'est vraiment... c'est du très haut niveau. Bon, après on peut toujours faire preuve de décentrement et se dire qu'au moins les dirigeants de l'époque ont eu la gentillesse de clairement nous communiquer que nous n'avions plus de constitution et de démocratie, et que ces choses étaient à présent du passé, et qu'un nouveau souverain avait pris place, et à la rigueur, si on est de bonne constitution, on peut dire merci pour la clarté. Donc admettons-le, nos dirigeants ont un problème avec l'idée même de souveraineté du peuple. Ils daignent la laisser sur le papier, presque en termes de communication, mais plus du tout dans la réalité. On se demande bien ce qu'on a fait. Donc voilà, je manque de culture juridique. Si vous pouviez m'expliquer comment cela a été possible constitutionnellement, un truc pareil, je suis preneur. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est assez délirant, je trouve. Pensant à l'actualité, s'il y a un avortement et une euthanasie qui est depuis longtemps, depuis quelque temps déjà dans la Constitution, ben c'est bien l'avortement et l'euthanasie de la démocratie et de la souveraineté populaire. Déjà. Bon, c'est vrai qu'on vit une époque un peu de constitutionnalisation de la pulsion de mort, c'est pas très good vibes là. La com du moment, j'ai l'impression. Bref, piétiner l'esprit de la Constitution, eh ben c'est mal, hein, on l'a dit. Et ensuite faire des leçons de démocratie au monde entier, et nous inviter à nous réjouir de vivre dans une démocratie, bon, c'est pas bien non plus. Hein. Ça fait un peu pervers quand même, c'est pas rassurant. Bref, nos pseudo-représentants ont fait sécession en préférant l'Union européenne au peuple, dont acte. Ils poursuivent constamment dans cette voie, avec les résultats brillants qu'on connaît, qu'on observe. C'est affligeant, mais c'est factuel. Ainsi, le pesant et pervers Reich médiatico-linguistique, notre nouvelle Église sans spiritualité, soucieuse de reality building, avantageux, appellera cette oligarchie démocratie, et par contraste, la démocratie populisme. Hein, voilà, ça c'est de la bonne pédagogie, ça. Donc j'en conclus alors que face à tant d'indécence, qu'il faut peut-être ajouter à l'article 3, ce qui me semblait pourtant inclus conceptuellement, que le Parlement ne peut déjuger les résultats d'un référendum. Alors cela va sans dire, mais comme on dit, c'est mieux en le disant. Une remarque maintenant concernant l'article 11 dit du référendum d'initiative partagée. Alors nous avons dans notre Constitution la possibilité de lancer un référendum d'initiative partagée, et on dit qu'il est partagé car il doit combiner l'initiative parlementaire et un grand nombre de signatures du peuple. C'est 20% de parlementaires et 10% de signatures des inscrits. Mais ce type de référendum n'a jamais pu être initié car il est, semble-t-il, difficile à mettre en place. Peut-être aussi que la communication n'est pas très adaptée. Mais il a tout de même l'avantage d'exister. En ce qui me concerne, repensant à mon idée de référendum d'initiative parlementaire, bon, je me suis probablement élevé à mon niveau d'incompétence. Il semble absurde puisque les parlementaires ont le pouvoir législatif, mais je me devais de préciser que je l'entendais comme un instrument en faveur de l'opposition. Je me disais alors qu'il fallait un pourcentage relativement élevé hein, pour qu'il n'y ait pas trop d'instabilité gouvernementale, j'imagine. Quelque chose comme 39% des députés, soit 225 pour l'initier, je m'étais dit. Mais je me reposerai sur la sagesse du législateur qui propose 20% des parlementaires seulement pour cet article 11 revisité, et qu'on pourrait dire d'initiative parlementaire seulement à présent. Après, je ne me rends pas compte des contraintes réelles d'un article 11 modifié de la sorte, hein, en termes d'instabilité politique, je vous disais, d'obstruction, ça doit être des choses un peu compliquées, même si au fond, du point de vue des principes, s'en remettre au souverain semble être tout à fait défendable, hein, mais je ne sais pas. Cela étant dit, il y a bien plus grave. Et c'est la question que nous allons traiter à présent, c'est pouvons-nous avoir à la fois notre si chère et désirable démocratie semi-directe et rester dans l'Union européenne? En voilà un sujet délicat. Donc la démocratie ou l'Union européenne?
J'imagine bien que ces éléments démocratiques viendraient déconstruire notre appartenance à l'UE. J'imagine que beaucoup se diront que de telles réformes démocratiques équivaudraient à un Frexit constitutionnel. En effet, avec un pouvoir législatif du peuple, on n'aurait jamais accepté cette multitude d'accords masochistes. Je pense en particulier à EDF, il y en a tellement. Dans une France démocratique, les engagements de la France étatique apparaîtraient peut-être aussi moins crédibles. Et du point de vue des traités internationaux aussi, le gouvernement promettrait des choses que le peuple serait susceptible de défaire dans l'année. De l'autre côté, on peut en même temps pas dire que la Suisse soit sortie de l'ordre international non plus. Je ne peux donc savoir à quel point ces réformes sont dangereuses ou pas. Ça mérite l'expertise des plus savants. Donc, de tels éléments méritent des débats approfondis, mais du point de vue théorique, je pense qu'il faut quand même bien assumer les coûts de ces idées et de ces options et savoir si l'on préfère la démocratie ou l'Union européenne. C'est une question qui me semble extrêmement actuelle, une question pressante. Entendons-nous bien. Je ne propose pas ici l'idée extrémiste qui consisterait à vouloir faire sortir la France de l'Europe. En effet, et surtout parce que l'Europe, eh bien, c'est un continent, c'est une zone géographique. Et j'entends que ce serait peut-être un peu délirant et compliqué de faire sortir la France de cette zone géographique. En effet. Non, évidemment, je parle bien de sortir de l'Union européenne en tant qu'organisation politique. Ce qui, au contraire, est tout à fait faisable et raisonnable. Déjà, on sera bien avec les Suisses, les Anglais, et figurez-vous, le reste du monde. J'ajoute tout de même que l'idée de Frexit me semble encore un peu trop nationale. Et je veux aussi le bien-être de mes concitoyens européens, et j'adhérerai volontiers à un projet de d'UE-exit. C'est-à-dire, à savoir, non pas la sortie des pays européens de l'Union européenne, non. Non, la sortie de l'Union européenne du continent européen. Voilà. Alors sur quoi je m'appuie ? 3 arguments essentiellement, mais qui me semblent suffisants. Premièrement, l'Union européenne me semble avoir prouvé de fait qu'elle est nuisible démocratiquement et juridiquement, ce qui est déjà beaucoup. Deuxièmement, elle est nuisible, me semble-t-il, économiquement, ce qui est encore beaucoup trop. Et troisièmement, elle est nuisible géopolitiquement. Bon, cerise sur le gâteau, trop c'est trop. L'Union européenne donc est nuisible démocratiquement. L'idée, c'est que de par son système, des personnes non élues dirigent vraiment. Donc on s'éloigne encore même du gouvernement représentatif. Les parlementaires ont peu d'importance, j'ai cru comprendre. Et donc en termes d'indice démocratique, c'est vraiment pas terrible. Encore, cette union exagère aussi complètement en ne respectant pas le principe de subsidiarité et en voulant imposer sa vision du droit aux autres sociétés. Mais c'est inacceptable, et c'est pas respectueux du charme de la diversité européenne. Encore, on a l'impression que le droit européen, en voulant s'imposer à toutes les nations, est une forme d'état de droit contre la démocratie, contre les peuples. Pourtant, je lis l'article 4 du traité sur l'Union européenne qui disait quand même, conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres, et le deuxième alinéa, que l'Union européenne, l'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités, ainsi que, et là je mets en gras, leur identité nationale inhérente à leur structure fondamentale, politique et constitutionnelle. Et là, politique et constitutionnelle, je mets gras, italique, petite majuscule. Et j'ai cru comprendre que cette règle ne s'appliquait pas vraiment avec la Hongrie ou la Pologne, et aussi que nos propres juristes français étaient invités à traduire mot à mot les lois mal rédigées et peu éclairées de la Convention européenne des droits de l'homme, sans respect pour la lecture française, continentale et républicaine. Mais qu'est-ce à dire ? Que ces traités, ils sont cosmétiques ? Bon, dont acte. L'Union européenne me semble ainsi antidémocratique, ne veut pas entendre parler du peuple, et veut gérer sa structure en autonomie complète. C'est en tout cas la conclusion à laquelle j'arrive encore aujourd'hui contre notre biberonnage commun. Parce que bon, quand même, on nous lave un peu le cerveau avec l'Union européenne. Faut le reconnaître, je pense. C'est une église qui exige de nous la foi envers et contre toute réalité. Bref, ma conclusion transitoire parce que je me réserve le droit de changer d'opinion.
C'est une pensée qui a demandé un réel effort quand même, hein. Il a fallu désapprendre tous les poncifs médiatiques, observer l'économie, la démocratie, les traités et la géopolitique. Mais bon, vous l'avez compris, je n'ai pas fait toutes ces recherches pour aboutir au catéchisme, à la mode. Il faut bien regarder le réel en face. Il reste à savoir si mes théories sont vraiment justes et fondées. Espérons que non. Et si tel est le cas, je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses pour mes éventuelles erreurs d'analyse. Admettons. Bien, l'Union européenne est nuisible aussi économiquement. On va pas être trop long, on va résumer, mais je pense que cette nuisibilité, elle peut se détecter par le fait que la croissance de l'Union européenne est faible et que nous n'y vivons pas dans le plein emploi, comme le marketing, le biberonnage nous avait invité à le croire. Au contraire, nous nous sommes dangereusement désindustrialisés, sans parler de l'agriculture et d'EDF, qui est un comble. Un comble. C'est du pur masochisme. Au-delà de la, disons, constitution ordolibérale de l'Union européenne, c'est-à-dire sacralisant certains principes économiques, sauf quand la zone est en danger, et là, peu importe le droit, mais ce qui se comprend d'ailleurs. L'euro est déjà en soi une monnaie qui pose de gros problèmes. En effet, une monnaie doit être un instrument sur mesure, propre à un pays, selon les besoins de son économie, en termes, disons, de pouvoir d'importation et de pouvoir d'exportation. Il faut trouver un optimum. L'idée donc déjà de monnaie plurinationale a été fort critiquée, et à juste titre me semble-t-il. Que des économies très différentes partagent la même monnaie est un problème. Et les faits me semblent le confirmer. On fait alors l'éloge de l'Allemagne et de son modèle, on faisait l'éloge, disons, alors que la monnaie est d'emblée bien plus adaptée à leur économie qu'à la nôtre ou à celle des pays du Sud, c'est quand même à noter. Ils ont un avantage monétaire. En tout cas, au moins transitoirement. Mais même du point de vue européen, j'avais retenu de mémoire, et vous me pardonnerez de mon inexactitude, mais que nous restions compétitifs avec les USA à 1 euro pour $1,10, et qu'au-dessus on perdait des parts de marché. Souvenir date un peu, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais regardons par exemple ce graphique. Donc j'ai mis en pointillé blanc, au centre les $1,10. En rouge les $1,20, et en vert l'équivalence entre l'euro et le dollar. Si vous voulez, l'idée est un peu la suivante, c'est qu'en dessous de $1,10, l'Union elle est compétitive, elle peut développer son économie, ses exportations, ce qui est bon pour l'emploi. Au contraire, au-dessus, l'euro est fort, ce qui est bon pour le coût des importations, par exemple énergétiques, mais qui se paye par des exportations plus difficiles, et donc moins d'emplois. Les choses sont évidemment plus complexes, mais c'est une vue qui vaut en général ou globalement, que je sache, qui donne une idée. En tout cas, la tendance de l'euro-dollar semble tout de même globalement haussière, ce qui n'est pas bon pour l'industrie, l'exportation et l'emploi. Tout ça pour dire une seule chose simple, non, une monnaie, ce n'est pas du tout neutre, c'est très significatif, cela peut même être politique et être à l'avantage, disons, d'une classe sociale au détriment d'une autre. Et il faut donc faire attention. Je le dis d'autant plus que c'est souvent le point aveugle du raisonnement politique de la plupart des gens. Et la monnaie est à prendre en compte. Toujours. Autre point, c'est la question de la contribution nette de la France au budget de l'UE, que j'ai eu bien du mal à trouver d'ailleurs, et que vous pouvez observer ici sur ce tableau à la 3e ligne, qui oscille donc entre 1,795 milliards d'euros en 2003 et 9,838 milliards d'euros en 2016. Sur cette période, sachant que depuis 2020, c'est du 11,5 milliards qu'on donne cash à l'Europe chaque année. Donc dommage que cette contribution nette ne soit pas une action, parce que ça fait une belle augmentation de 740%. Et tout de même, pour simplifier et lisser, en partant du point le plus bas, avec une moyenne, disons, de 37% par an, il y a un enthousiasme dans cette contribution. Autre élément absolument important, c'est qu'à partir du moment où un pays ne peut pas dévaluer sa monnaie, sa seule façon d'être compétitif est de baisser le coût du travail, d'aménager le droit du travail, etc. Donc l'euro, au-delà d'être un instrument économique, a l'utilité discutable, est aussi un instrument politique.
Ajoutez à cela l'absence de régulation des mouvements de capitaux, qui laisse la porte ouverte à toute délocalisation, et autres centaines de critiques, et vous obtenez un tableau assez sombre de l'Union européenne. Enfin, ce qui est encore plus dingue, c'est que la France, en tant que pays contributeur net, paye pour se soumettre et agir de façon indubitablement contraire à son intérêt. Comme je le disais ailleurs, il y a un moment où la morale et l'entraide se transforment en masochisme. Et ce seuil, il est tout à fait atteint. Donc oui, du point de vue français, la folie, c'est pas de sortir de l'UE, c'est d'y rester. Mais le pire est encore que même les pays bénéficiaires de l'argent européen souffrent d'un euro inadapté à leur économie. C'est une monnaie trop forte pour leur compétitivité. Alors on peut comprendre que certains pays acceptent de perdre leur souveraineté contre de l'argent. Mais dans le cas français, bon, c'est tout de même étonnant. J'ai le sentiment que notre pays est le dindon de la farce de cette structure, car il n'a même pas le rayonnement et l'influence de l'Allemagne en échange. Donc c'est un peu tristouné. Enfin, l'Union européenne me semble nuisible géopolitiquement. Pourquoi ? De par un alignement servile sur les États-Unis d'Amérique, comme l'atteste l'aveuglante présence de l'OTAN sur le sol européen, une image pour rappeler l'évidence de qui dirige. Alors ce que vous voyez ici, ce n'est pas une Europe libre, hein. C'est la carte d'un protectorat américain, hein. J'en suis aussi triste que vous. Et protectorat, j'utilise le mot de Brzezinski, qui le dit dans le grand échiquier, noir sur blanc. Ce que vous voyez ici encore, c'est l'extension de l'ère d'influence américaine en direction de la Russie, et aucunement une démarche pacifique. C'est, je crois, scientifique. Et au fond, vous le saviez déjà, non ? Pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour envisager l'idée tout de même. Alors, peut-être est-ce folie, emballement rhétorique de ma part. Et certes, je ne lis pas l'avenir, et n'ai pas toutes les informations sur l'état réel des rapports de force et des intentions de tous les acteurs géopolitiques. Peut-être n'est-ce pas du tout le bon moment de fragiliser l'Union européenne si Poutine veut réellement conquérir l'Europe dans son ensemble. Mais moi, je ne le pense pas. Et je crois qu'il faut surtout observer la géopolitique des États-Unis et son goût pour les furtives et discrètes, enfin, pas tout le temps, discrètes révolutions dites colorées. Je tiens l'information de géopoliticiens français au passage, je ne l'ai pas inventé. Alors, révolution colorée. Qu'est-ce que j'ai ? Révolution des roses en Géorgie en 2003, orange en 2004 en Ukraine, tiens donc. Des tulipes au Kirghizistan en 2005, Ouzbékistan en 2005, Arménie 2008, et j'imagine qu'il en va de même pour la révolution de la dignité ou du Maïdan en Ukraine en 2014. Bon, les auteurs n'en parlent pas, le livre, il est écrit avant. Bon, j'ai l'impression que nos amis alliés américains, ils cherchent un peu quand même, hein. Donc les révolutions colorées, si vous voulez, sont des fausses révolutions fomentées discrètement par l'étranger, par l'intermédiaire d'ONG corrompues, donc afin de renverser un régime en s'appuyant globalement sur la jeunesse. C'est très habile, ça verse peu de sang, normalement. C'est de l'art stratégique pur, puisque la beauté de la stratégie, c'est de soumettre son adversaire avec le minimum d'énergie et de sang. C'est beau, c'est brillant, c'est américain. Mais c'est une ingérence et une agression tout de même. Et ce qui est visé dans toutes ces révolutions colorées, c'est toujours de contenir et de repousser l'influence russe. Donc bon, prenons un peu de recul. Les USA veulent garder leur leadership. Rien d'étonnant. Et cela implique une démarche proactive, dont acte. Mais tout ça pour dire que c'est probablement une guerre américano-russe par proxy, me semble-t-il. Les Ukrainiens sont instrumentalisés. Par contre, en ce qui nous concerne, le conflit d'intérêts est quand même clair. On n'a pas envie de rentrer en guerre pour les intérêts, leur intérêt à eux, sous couvert de la propagande de l'UE. Ça va, faut pas pousser bébé dans les escaliers non plus. Bien. Alors, si je me trompe, c'est honteux, et je vous fais d'avance mes excuses, mais c'est ce qui me semble le plus probable en fonction de mon socle de connaissances ou croyances, au choix. Bref, vous l'avez vu, que de raisons de préférer la démocratie semi-directe, l'indépendance, la liberté, à l'appartenance à l'UE et à l'ère d'influence américaine.
Et si on nous pousse à la guerre, pourquoi encore être poli avec cette vache sacrée avec laquelle on nous a biberonnés depuis tout petit? Union qui ne tient qu'à grands coups de marketing et dont on n'ose pas dresser le bilan tant il est, mais j'ai quand même l'impression, misérable. C'est tellement mal de critiquer notre Église, j'ai un peu de scrupules, que je me dois de faire un effort de décentrement. Alors oui, l'Union européenne n'a pas que des défauts. Il y a aussi des gens qui doivent faire un travail remarquable au sein de l'Union européenne. Je ne veux pas leur manquer de respect. Non, je ne veux pas. Mais bon, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est déjà bien. Donc oui, j'ajouterai l'Union européenne. Oui, Erasmus, c'est super. L'absence de frontières, c'est bien pratique quand on voyage. Boire des bières avec les Allemands, c'est quand même tellement mieux que d'être en guerre avec eux. Encore, comme l'euro est une monnaie forte, on se régale quand on voyage dans des pays où la monnaie est plus faible. Et aussi le choix de Beethoven en hymne européen, c'est vraiment bien trouvé, le morceau il est super et Beethoven il est extraordinaire. C'est très très bien. On peut très bien quitter l'UE et continuer et garder Beethoven. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Notre expérience de l'Union européenne, cette Union européenne-là, c'est plutôt la 7e symphonie. Et si vous la connaissez, elle est quand même plus triste, c'est pas la 9e. Donc pour l'heure, l'Union européenne ne me semble pas mériter sa belle devise qui dit « unis dans la diversité ». Je crois qu'au contraire, elle nous détruit, et par là nous désunit dans l'uniformité. Une uniformité de plus adémocratique et inefficace économiquement. Mais si on mute vers plus de respect, de subsidiarité, de démocratie, de civisme, avec l'esprit façon suisse, d'autonomie géopolitique, alors on méritera peut-être cette 9e symphonie. J'en profite encore pour saluer la Suisse et témoigner de mon admiration pour cette structure politique que tout un peuple droit a réussi à maintenir. Chapeau. De mon point de vue, c'est le chef-d'œuvre politique de l'Europe. Et à côté de la Suisse, nous sommes des nains démocratiques. Nous sommes minuscules. Tout ça pour dire aussi que se battre pour la Suisse, ça a du sens. Mais clairement pas pour l'Union européenne. Je veux dire, il y a un principe de réciprocité. Vous ne pouvez pas à la fois mépriser les peuples et vous attendre à du soutien. C'est pas possible. Je mets aussi une vidéo en description qui est sortie il y a peu et qui permet d'en savoir un peu plus, avec légèreté, sur la démocratie suisse. Donc, salutations. Terminons à présent en 2 temps avec Machiavel et Condorcet. À présent, je vais défendre 2 idées. La première est que bâtir sur le peuple, ce n'est pas bâtir sur la boue, contrairement à ce que certains semblent croire. En tout cas, ils le pratiquent. Et deuxièmement, je vais parler un peu de stratégie. Toujours dans un esprit machiavélien. L'esprit Machiavel, c'est avoir une vision stratégique. Et à savoir comment on fait pour dégrader l'idée de démocratie. Mais écoutons Machiavel sur le premier point. Un prince doit donc n'avoir point d'autre objet, d'autre pensée, et ne prendre aucune chose à cœur, si ce n'est l'art de la guerre et les règles et disciplines qu'il comporte. C'est le seul art qui intéresse celui qui commande. Il faut donc convenir que dès qu'on est élevé sur le trône par la faveur du peuple, il est absolument nécessaire de s'en faire aimer, ce qui est extrêmement aisé, car il n'exige rien que de n'être pas opprimé. Je me contenterai seulement de répéter cette maxime, si nécessaire. Il faut qu'un prince se fasse aimer de son peuple, autrement il n'aura point de remède dans l'adversité. Au reste, pour combattre cette maxime, qu'on ne m'allègue point le proverbe vulgaire que qui bâtit sur la faveur du peuple, bâtit sur la boue. Car on sait qu'un prince ne doit craindre que 2 choses, l'une à l'intérieur, de la part de ses sujets, l'autre à l'extérieur, de la part de ses voisins puissants. Un prince qui craint plus ses peuples que les étrangers doit avoir des forteresses, mais s'il a lieu d'appréhender plus les étrangers que ses sujets, qu'il n'en ait point. La meilleure citadelle qui soit, c'est d'être aimé de son peuple. Si vous ne l'êtes pas, encore que vous ayez des forteresses, vous ne serez pas sauf, car le peuple ne manque pas d'étrangers qui soient prêts à le secourir. Ainsi, après de bonnes réflexions, je louerai également ceux qui font des citadelles et ceux qui n'en font pas.
mais je blâmerai tous ceux qui, se fiant à des forteresses, ne feront pas grand cas de la haine des peuples. Donc, Machiavel lui-même, pensant par excellence du réalisme politique, attribue une fonction au peuple, tant pour conserver les États, les structures politiques d'un État, d'une république, qu'en tant que puissance à prendre en considération. Lui comme moi pensons que bâtir sur le peuple, ce n'est pas bâtir sur la boue, et que l'élite n'est pas moins corrompue que le peuple. Une structure politique qui passe son temps à mépriser les peuples ne doit pas s'attendre au moindre soutien. Et il serait peut-être grand temps de faire de la politique ensemble, l'élite avec le peuple, et plus contre le peuple. C'est en tout cas ce que je me plais peut-être naïvement à croire. C'est un espoir de pacification et de respect réciproque que j'exprime. Et vous l'avez vu, pour Machiavel, le peuple, il demande pas grand-chose. Il demande à juste ne pas être trop opprimé. Et peut-être que l'élite fasse un peu mieux semblant de respecter le peuple. Donc, j'ai conscience malheureusement que ce n'est pas d'actualité. Quelques raisonnements stratégiques à présent. Mettons-nous à la place d'un pouvoir hostile, et essayons d'épouser sa perspective subjective afin d'être préparés. Je pense que pour un pouvoir qui ne voudrait surtout pas de démocratie, pour donc un pouvoir dévié, peu soucieux d'intérêt général peut-être même, il est habile dans un premier temps d'invisibiliser la notion de démocratie. Vous l'avez vu, c'est pleinement le cas, c'est réussi avec talent, puisqu'on nous pousse à nommer démocratie un simple gouvernement représentatif. C'est magnifique. La démocratie est alors cachée en pleine lumière, de par une usurpation conceptuelle. Si dans un deuxième temps, le peuple a en moyenne conscience de ce qu'est vraiment la démocratie, alors il faudra faire en sorte que l'idée de démocratie soit rabaissée ou jugée dangereuse. Alors il sera utile de faire comprendre au peuple que le peuple est primitif, qu'il voterait mal, qu'il serait incompétent, qu'il est de nature passionnelle, du genre, il voterait la peine de mort, ce qui est que je sache communément admis comme étant intolérable. Le mot de populisme semble servir cette fonction. Les mots de souverainisme aussi, quand j'y pense. Alors, en votant contre la démocratie, la majorité du peuple exprimera qu'elle se sent au-dessus de la caricature qu'on a peint d'elle-même, qu'on a fait du peuple. Alors que la moyenne du peuple n'est pas censée être absolument débile. Autre méthode habile, très habile, il suffit, une fois que l'idée de démocratie a fait son chemin, donc de faire porter cette idée dans les médias par des personnes ou partis ayant une mauvaise réputation ou considérés comme dangereux. Ça, c'est magnifique. Le principe général de l'association, de l'amalgame, fera alors son œuvre. Et la masse suivra le camp du pouvoir, puisque si Gargamel est démocrate, nécessairement, si vous êtes démocrate, vous êtes Gargamel. Vous voyez la finesse du raisonnement. Donc, si vous voulez, c'est une forme de lutte indirecte, dialectique, par l'opposition contrôlée quelque part. C'est redoutable d'efficacité. C'est essentiel même pour nos danses de la pluie, n'est-ce pas? Je fais référence à la première vidéo. Si en revanche, la démocratie réelle est déjà installée, admettons, on est dans un cas suisse, il resterait à disposition une technique d'usure et de désengagement en obligeant le peuple à statuer tout le temps, surtout ad nauseam. Ad nauseam, ça veut dire jusqu'à la nausée. Une autre possibilité serait de faire intervenir la démocratie là où elle est le plus inadaptée, comme le militaire peut-être, bien que ce soit très dangereux. Ou médiatiser des dossiers où le peuple a tragiquement mal voté. Je crois que c'est en général ce qu'on fait. Les Suisses, on médiatise bien quand ils votent mal. Il faut rester discret, il ne faut pas trop parler de la Suisse. Ça pourrait donner des idées aux gens. Bref, on imagine bien les différents stratagèmes que pourrait mettre en place un pouvoir hostile au peuple. D'un autre côté, si ce pouvoir hostile pense tenir suffisamment les choses, ou s'il voulait gagner un peu de temps, il pourrait aussi considérer utile de feindre ce respect du peuple en accordant au peuple un vote législatif, mais uniquement sur des sujets secondaires et périphériques. Il cadrerait, il dirait le domaine légitime, c'est, l'équipe de foot. Délimiter un domaine, peut-être culturel, je ne sais pas. Il regagnerait alors un peu de légitimité, tout en contenant la vraie dynamique démocratique.
Enfin, pour terminer, si cette voie démocratique vous semble profondément déraisonnable, vous avez le droit évidemment, et tenez à rester dans le cadre du gouvernement représentatif seulement, vous pourrez apprécier l'une des nombreuses belles et riches vidéos de Monsieur Phi, que je trouve toujours excellent. Et celle que je vous propose, c'est pourquoi notre système de vote est nul, que je mets en description et qui donne d'autres perspectives tout à fait intéressantes aussi et plus modérées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le cadre, toujours, où on reste dans le gouvernement représentatif. Donc peut-être que c'est lui qui a la bonne méthode, que c'est encore plus doux que le référendum d'initiative citoyenne. Et que ça a l'air d'aller dans le bon sens. Bien, pour terminer, quelques éléments d'admiration pour Condorcet, que je découvre un peu plus trop tardivement. Et comme mieux vaut allumer une chandelle démocratique que de maudire les ténèbres de la tyrannie de l'Union européenne, je termine donc avec ce grand monsieur. En travaillant un peu pour cette vidéo, je m'aperçois de ma proximité et j'apprends grâce à un bel article de Anne-Marie Mercier, que je mets en description, je la remercie, et que donc Condorcet est apparemment l'inventeur du référendum d'initiative citoyenne. Mais quelle fierté! Ce qui me permet de préciser, si les votations sont anciennes en Suisse, il n'en va pas de même concernant le référendum d'initiative citoyenne. Et j'apprends par l'intermédiaire de l'article donc que c'est lui qui a proposé l'idée, mais les Suisses l'ont pratiqué que vers le 19e de mémoire. Ça arrive bien après. Inspiré peut-être par Condorcet, j'espère que c'est pas du chauvinisme et que c'est sourcé, que c'est une belle contribution donc intellectuelle de la France à nos voisins. Madame Mercier écrit « Là réside précisément l'optimisme et la créativité du mécanisme de Condorcet. Son courage politique aura été de ne pas se rendre sans condition au régime représentatif. Avec le droit d'initiative populaire, qui comme une tache d'huile se propage depuis un petit nombre de citoyens jusqu'au corps législatif, il adapte la démocratie directe aux contraintes géographiques des grands États. Il accompagne son système d'un programme d'éducation, qui est connu, visant à instituer un citoyen capable de sens critique. Oui, c'est vrai que chez Condorcet, il y a et la démocratie, et la culture et l'éducation. Donc c'est un système complet. Et je rends donc honneur à ce très grand homme, qui est un modèle encore pour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait foi en la démocratie, qui avait foi dans le peuple, qui avait foi dans l'éducation et l'instruction, qui aussi était très soucieux des minorités, et très sensible à la justice et à la tolérance. C'est un modèle. Donc écoutons-le pour terminer. Les hommes ont tellement pris l'habitude d'obéir à d'autres hommes que la liberté est, pour la plupart d'entre eux, le droit de n'être soumis qu'à des maîtres choisis par eux-mêmes. Leurs idées ne vont pas plus loin, et c'est là que s'arrête le faible sentiment de leur indépendance. Presque partout, cette demi-liberté est accompagnée de rage. Alors, on les attribue à l'abus de la liberté, et l'on ne voit pas qu'ils naissent précisément de ce que la liberté n'est pas entière. On cherche à lui donner de nouvelles chaînes, lorsqu'il faudrait songer, au contraire, à briser celles qui lui restent. Bien. Une conclusion quand même. J'ai défendu tout au long de ces vidéos non seulement une réflexion non pas sur les partis politiques, la gauche ou la droite, mais une réflexion sur la Constitution, comme forme générale d'organisation du pouvoir. Et faisant cela, je crois que nous apaisons la guerre des camps, nous neutralisons la dictature des petites phrases, des faits divers, nous nous immunisons par rapport au pouvoir médiatique. Par la considération de la Constitution, nous nous élevons en adultes, en citoyens, au plus haut degré de l'intelligence politique et juridique. Par la considération de la Constitution, nous nous montrons en tant que peuple dignes de la liberté et de la souveraineté qui nous revient. Ne laissons pas nos médias de masse capturer et orienter notre perception et notre intelligence. N'oublions jamais que le cœur de l'objectif politique, c'est l'objet Constitution. Et que même les défauts de la nature humaine peuvent être neutralisés, tempérés par le droit et une bonne, ingénieuse, robuste et vertueuse Constitution. Il faut aussi des éléments culturels et éducatifs, on l'a dit, et médiatiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même un peu plu, vous a peut-être un peu éclairé. On a parlé de
de méthodologie, de philosophie politique. On a mentionné un débat de la plus haute importance. J'en ai certes un peu rajouté à certains moments jusqu'à devenir clivant. Promettant au départ le consensus, j'ai tout de même pris des positions assez radicales, c'est vrai, un peu très contrariennes. Bien malgré cette note un peu clivante, mais probablement peu stratégique de ma part, l'idée générale consistait tout de même à créer du commun, nous rappeler notre intérêt commun en tant que peuple, malgré nos divergences sur bon nombre de sujets clivants. Et ce commun, je trouve qu'il est dans le fait de passer à retrouver un peu de subsidiarité avec l'Union européenne, si on ne la quitte pas, on peut la quitter, hein. De démocratie réelle, de pouvoir législatif. Dit autrement, il s'agit de faire face à l'éblouissante sécession des élites, et triste, faire à nouveau société, si possible avec eux, et non plus contre eux, de la manière la plus douce qui soit. Espérons que ces beaux principes puissent être autre chose que de la naïveté de ma part, et veillez donc bien de votre côté à garder votre esprit critique en tous les domaines, ici aussi, bien entendu. J'ai bien dû commettre quelques approximations. Et en plus, il n'est pas impossible que ce soit un très mauvais moment pour avoir une démocratie et quitter l'Union européenne. Le timing est toujours très important. Alors c'est peut-être le plus mauvais moment, mais c'est peut-être aussi le meilleur. J'espère seulement vous avoir appris 2-3 choses, vous avoir fait vous poser des questions nouvelles, peut-être, et vous avoir transmis un peu de mon enthousiasme, de mon désir et de mon espoir démocratique. J'en ai terminé, et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae avec des sujets probablement plus légers et moins clivants.